Dans la capsule précédente, on a vu ce que c'était que l'hypothèse quasi-statique. Ce que je vous propose ici, c'est qu'on vienne l'appliquer à un problème concret, donc celui de la divergence d'une aile. Donc, on va considérer un profil d'aile comme suit, qui est monté sur ressort, un ressort de torsion, et qui est sujet à un écoulement uniforme U. Cette aile-là est de corde L, son ressort en torsion de rigidité K, et l'écoulement va générer une portance sur cette aile-là qui va s'exercer au centre aérodynamique. Le centre aérodynamique se retrouve à une distance LE du ressort en torsion. La vitesse de l'écoulement fait un angle avec la corde de notre profil d'aile, un angle alpha plus θ. Alpha, c'est quoi? C'est que si on place notre aile de façon stationnaire, statique, on vient imposer un angle d'attaque alpha. Et puis après ça, ben notre angle, notre profil d'aile, lorsqu'il va être sujet à une force de portance, par exemple, il va avoir tendance à ouvrir. Et donc, ça va générer un angle θ en plus, où notre aile pourrait osciller, encore une fois, là, générant une fluctuation θ. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est venir écrire l'équation du mouvement de ce système-là. Donc, on va avoir l'inertie de notre profil d'aile fois son accélération en rotation θ point point, plus sa rigidité fois θ, et puis ça va être égal à quelque chose, à une force aérodynamique. Et donc, de là, toute la beauté de notre hypothèse quasi-statique. On l'a dit dans la capsule précédente que grâce à cette hypothèse-là, ce qu'on pouvait faire, c'est venir évaluer les efforts sur notre profil d'aile dans un milieu stationnaire. C'est-à-dire qu'on vient décrocher notre profil d'aile ici, on l'emmène en soufflerie, puis on le fixe de façon rigide à un support. Puis après ça, on vient imposer différents angles d'attaque et puis on mesure les efforts aérodynamiques sur ce système-là. Et puis ces mesures-là faites sur l'aile de façon stationnaire, on va pouvoir les utiliser dans le système dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on va venir mesurer en soufflerie? Donc, on va venir varier notre angle d'attaque alpha plus θ, et puis on va venir mesurer le coefficient de portance CL. Alors, ce qu'on va mesurer, c'est que plus on va augmenter l'angle d'attaque, plus le coefficient de portance va augmenter. Cependant, ça va être vrai uniquement pour les petits angles. Lorsque les angles vont devenir trop grands, on va avoir décrochage et puis on va avoir une crise de portance. Voilà. Donc, nous, on va s'intéresser uniquement au premier bout ici, au bout linéaire. On va dire, dans le fond, qu'on a une pente A. Et donc, on va considérer uniquement des angles alpha plus θ dans cette portion linéaire-là. Donc, en prenant ça, cette idée-là de mesure de mesure d'effort aérodynamique ou hydrodynamique de façon stationnaire, ben on est capable de venir réexprimer nos efforts aérodynamiques comme étant la portance, 1/2 ρ U carré fois la corde L fois notre coefficient de portance CL qui est fonction de alpha plus θ. Donc ça nous donne une force par unité de profondeur, une force de portance. Et puis, on va venir multiplier par la distance LE, qui est la distance entre notre centre aérodynamique et puis notre ressort en torsion. Et donc ça va nous donner le moment de torsion là-dessus. Donc, on va considérer que alpha plus θ, c'est des petits angles. Donc, le fait que LE, puis la projection de LE avec les petits angles, ben ça va pas changer. Alors, on a réussi à exprimer notre équation du mouvement ici pour notre profil d'aile. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que notre coefficient de portance CL, grâce à ça, on va être capable de l'exprimer comme A fois alpha plus θ. Donc, on va considérer uniquement la partie linéaire. Hein? On a une constante fois la valeur alpha plus θ. Donc ici, c'est A fois alpha plus θ, alors que notre coefficient de portance, notre coefficient de portance CL est une fonction de alpha plus θ. Avec ça, on va aussi poser un temps adimensionnel, hein, parce que nous, vous commencez à en être habitués, on exprime toujours nos systèmes
nombre adimensionnel. Alors, on va poser que notre temps adimensionnel taux, ça va être notre temps fois la fréquence naturelle du système. La fréquence, c'est racine de K sur I. Donc, on a notre temps adimensionnel, on vient le substituer là-dedans, on remplace CL par A fois ça ici, et on vient tout diviser par K, et on se retrouve avec θ plus θ est égal à rho U carré L LE A, tout ça divisé par 2K, et c'est multiplié par alpha plus θ. Voilà. Ici, j'ai pris un petit raccourci. Hein? On avait θ point point. Les points signifiaient des dérivés par rapport à t. Ici, dans mon équation adimensionnelle, ben, mes points sont des dérivés par rapport à taux, à mon temps adimensionnel. Un petit raccourci. Je me retrouve avec cette quantité-là ici qui, elle aussi, va être sans dimension. Et puis, on a ici un moment aérodynamique divisé par une rigidité. Et donc, qu'est-ce que c'est ici? Ben, dans le fond, c'est un nombre de Cauchy. Donc, on va définir notre nombre de Cauchy comme étant CY qui vaut rho U carré. Et puis là, au lieu de prendre L fois LE, je vais garder LE de façon explicite dans mon équation. Donc, je vais prendre rho U carré L carré A sur 2K. Et donc, je vais venir substituer ça dans mon expression ici. Puis en plus, ce que je vais faire, c'est comme j'ai un alpha puis un θ ici, bien, je me retrouve avec un terme en Cauchy LE sur L fois alpha, que je vais laisser ici. Mais le Cauchy LE sur L fois θ, je vais le prendre puis je vais l'envoyer de l'autre côté de mon équation. Donc, en faisant ça, je me retrouve avec θ point point plus, ici, je vais avoir une fois θ, puis je vais avoir moins Cauchy LE sur L fois θ. Ça va être égal à Cauchy LE sur L fois alpha. OK, pas mal. Donc, on a une équation différentielle ordinaire avec une seule variable qui est notre θ. Donc, c'est une équation de vibration. Hein? Donc, c'est quoi la solution d'une équation de second ordre comme ça? Ben, c'est une exponentielle. Donc, notre solution, c'est qu'on va dire que θ va être égal à θ0 fois une exponentielle de i fois la racine de tout ça. 1 moins Cauchy LE sur L fois notre temps adimensionnel. Et puis, je vais avoir une constante. Donc, le mouvement de notre L monté sur ressort va être donné par cette expression-là ici. Donc, ce qu'on a en fait, c'est qu'on a une constante. Ici, on a un terme constant. θ va être égal à une constante qui vient de quoi? Il vient de ça ici. Hein, on a une force constante ici. Donc, la force constante, ben, on va être capable de la solutionner en venant se débarrasser de l'accélération. On va juste faire ça divisé par tout ça ici, puis on va être capable de trouver le θ qui va être égal à C. Hein. Mais non, c'est pas super intéressant, c'est juste l'angle qui augmente. Par contre, après ça, ce qu'on a, c'est qu'on a ça ici. Donc, on a une exponentielle avec une fréquence de vibration qui est donnée par ça ici. Donc, prenons un premier cas, LE sur L. LE, c'est la distance entre le centre structural de notre L, ou le point d'attache, et puis le centre aérodynamique. Et puis LE, on va le définir comme étant positif lorsque le centre aérodynamique est en amont du centre élastique. Et donc, de cette façon-là, ben, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on va augmenter la vitesse de l'écoulement, ce qui revient à augmenter le nombre de Cauchy, si ça c'est positif, ça veut dire qu'on va avoir un moins quelque chose. Et donc, ce truc-là, à un certain moment, ça va tendre vers zéro. Et puis, ce truc-là, c'est quoi? C'est la rigidité. Donc, la rigidité effective de notre L,
elle va tendre vers 0 lorsque le Cauchy va devenir grand. À l'inverse, si on prend LE qui est négatif, donc on vient par exemple prendre notre ressort puis on va venir l'accrocher ici. Donc on a le centre aérodynamique qui va être en aval par rapport au ressort en torsion. Ben là, on aurait un moins dans notre terme ici. Donc on a notre longueur LE serait négative. Donc ça nous ferait un plus. Donc on aurait une rigidité qui viendrait qu'à augmenter avec la vitesse de l'écoulement. Donc, ce qu'on observe, le cas vraiment le plus intéressant, c'est celui où le centre élastique est en aval parce que LE est positif, parce que ça nous donne ça ici, ça nous donne dans le fond une vitesse critique. Ce qu'on va avoir, c'est que, je vais prendre comme ça, donc on va avoir un Cauchy critique. Notre Cauchy critique, c'est quoi? Ça va être que 1 moins Cauchy critique, CR, fois LE sur L, ça va être égal à 0. Donc, lorsque cette équation-là va être validée, on va atteindre le Cauchy critique qui va faire en sorte que la rigidité de notre système devient nulle. Hein, si la rigidité de notre système devient nulle, ça veut dire que la moindre petite bourrasque ou quelque chose va faire en sorte que l'aile, elle va partir, puis elle va diverger. Donc, notre Cauchy critique, c'est quoi? Ben, on peut envoyer le 1 de l'autre côté, on multiplie par L sur LE. Ça va être L sur LE. Et puis, si on vient remplacer notre définition de Cauchy là-dedans ici, ben, on peut évaluer une vitesse critique. Notre vitesse critique, UCR, qui, dans ce cas-ci, va être la racine carrée de 2K sur A rho L LE. Donc ça, la vitesse critique, dans le fond, c'est la vitesse critique de divergence. Donc, on peut regarder, donc ça va être le cas critique, c'est le point extrême où, à partir de cette vitesse-là, notre L, dès qu'il va y avoir une petite perturbation, elle va partir, puis l'angle d'attaque va augmenter de façon exponentielle avec le temps, sans qu'on puisse rien y faire. Hein. Donc, typiquement, tout va casser. Fait que si on résume un peu tout ce qu'on a obtenu, le comportement de notre aile, on peut le tracer comme ça. On va avoir θ en fonction du temps. Et donc, si on a une vitesse d'écoulement qui est nulle, on va avoir un θ qui va fluctuer comme un sinus, donc à U qui est égal à 0. Hein. Si on n'a pas d'écoulement puis on fait juste donner une tape à notre aile, elle va osciller. Puis comme on n'a pas de terme d'amortissement ici, ben, elle va osciller avec une amplitude constante. Par contre, si on vient augmenter un peu la vitesse de l'écoulement, mais ce qu'on va voir, pas assez pour se rendre à notre amortissement, à notre Cauchy critique, mais si on vient augmenter la vitesse de l'écoulement, on augmente Cauchy, ben, on va voir que la rigidité va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer en fait que notre fréquence de vibration, elle va être plus faible. Hein? Donc ici, on aurait par exemple U qui est plus petit que U critique. Et puis, si on a si on va à U qui est plus grand que U critique, mais ce qu'on va avoir, c'est que dès qu'on va avoir une petite perturbation, ça va diverger sans osciller, parce qu'on a une fréquence qui est nulle. Donc, à U plus grand que U critique, on a notre instabilité de divergence.
Donc, lorsqu'on va faire la conception d'un avion, ça va être important de s'assurer que la structure de notre aile va respecter ces vitesses, ces paramètres-là pour s'assurer d'éviter la divergence. Hein. Donc, on voit que notre vitesse critique, bien, plus notre aile elle va être rigide en torsion, plus la vitesse critique va être élevée. Voilà. Donc, il y a un point qui est assez intéressant. C'est celui de l'avion expérimental, le Grumman X-29. Typiquement, les ailes delta des avions pointent vers l'arrière. Hein. C'est pour des raisons d'écoulement compressible. On envoie les ailes en delta plutôt que les garder juste perpendiculaires au fuselage. Mais d'un point de vue purement écoulement compressible, qu'on envoie les ailes en delta vers l'arrière ou vers l'avant, ça revient au même. Donc, ça va changer la stabilité de l'avion. Typiquement, un avion avec les ailes en delta vers l'avant, ça va être plus instable. Par contre, si c'est pour concevoir un avion de chasse, bien, ça peut être intéressant d'avoir un avion qui est plus instable, à la limite qui est même stabilisé avec des systèmes de contrôle numériques, parce que ça fait un avion qui peut se manœuvrer de façon beaucoup plus rapide. Par contre, ça emmène des difficultés en termes de divergence, parce que on l'a vu, hein, notre Cauchy critique va diminuer à mesure que la longueur élastique de la position du centre aéro par rapport au centre élastique, elle est grande. Hein? Plus cette distance-là est grande, plus notre Cauchy critique va être petit. Et puis, donc nous, on le fait en 2D, mais en 3D, il faut vous imaginer comme le centre aérodynamique d'une aile comme étant un point sur l'aile, puis comme l'aile, elle avance vers l'avant, ça veut dire elle avance vers l'amont, mais ça veut dire que notre centre aérodynamique effectif pour l'aile au complet va être plus en amont sur l'avion, et donc plus en avant sur l'avion, et donc à la racine, à l'endroit où l'aile est attachée au wing box, au fuselage en fait, ben, ça va créer un moment de torsion, puis plus l'aile va être en delta vers l'avant, plus ce moment de torsion-là va être grand. Et donc, pour un avion comme le Grumman X-29, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'ils ont utilisé des plis de matériaux composites de façon à coupler les degrés de liberté en flexion puis en torsion. Donc, l'aile, elle est en composite, puis plus elle fléchit vers le haut, à cause de la portance aérodynamique, bien, comme les plis sont arrangés d'une telle façon, ça va faire en sorte que, à mesure qu'elle fléchit vers le haut, il va y avoir l'équivalent de la flexion gauche. Et puis, l'angle d'attaque va avoir tendance à se refermer. Donc, c'est une façon, avec la conception de la structure, qu'ils ont été en mesure de venir déjouer ces phénomènes-là de divergence statique. Donc, si vous avez à concevoir un avion, que ce soit pour une société technique comme un avion cargo ou dans un pays trop ou quelque chose, un drone, faites attention à la divergence de votre aile.